Et nous allons commencer avec Raja Maki, qui se trouve au Liban. Vous êtes analyste praticienne à Espace, professeure de psychologie à l'Université libanaise, coordinatrice du laboratoire de psychologie sociale de l'Institut des sciences sociales. Et vous avez travaillé sur la femme, la famille, la transmission de l'idéologie au Liban. C'est bien ça ? C'est bien ça, merci Martine. Pour commencer, je vous remercie, Madame Martine Forêt, parce que surtout c'était l'organisation de cet atelier n'était pas tellement facile. Je vous remercie et permettez-moi de remercier aussi Monsieur le Président d'Espace, Monsieur Alain Vanier. Et je vous passe les salutations de l'espace analytique du Liban avec tas de, pas seulement d'angoisse, mais aussi d'ambition. Mon intervention est intitulée « Le par-lettre au féminin, le modèle libanais de la Thawra ». Permettez-moi aussi de saluer l'assistant de recherche, Monsieur Abd Hajj Hadeh, qui a vraiment fait un travail surtout pour la technicité de ce travail et l'achèvement surtout des tableaux et des photos. Je vais commencer par un changement des états des lieux. Bien sûr, le colloque a été bien ajourné plusieurs fois et dans le temps on a travaillé sur le mouvement la révolution de Ath-Thawra qui a été faite le 17 octobre, d'ailleurs un an déjà. Mais d'ici, bon, alors c'était au mois de mars prévu et j'ai préparé un papier assez lourd, mais maintenant je vais essayer de me condenser et de rétrécir un peu plus l'exposé. Mais on a eu sur le plan état des lieux des explosions, l'explosion majeure, là où on a été obligé d'accepter l'inacceptable, Corona, comme tout le monde, pareil dans le monde entier, notre crise économique, politique et plusieurs traumas à la fois, c'était trop, depuis mars 2020 jusqu'à présent. Je réfère à Jalil Benani, les lieux qui libèrent. La place des martyrs, Saht al-Shuhada, était la place qui a peut-être libéré les femmes et les jeunes, même les hommes, et qui est arrêté actuellement. On s'est défendu de se rassembler à cause de plusieurs raisons. Les lieux actuellement au Liban ne sont pas bien préparés pour une libération. Le changement accurant et non accurant, prière de ne pas prendre cette attitude contre la révolution qui a besoin d'une autre lecture et d'être plus analysée au fond et après un certain temps pour juger. Le choix était choix minute et avec le déclenchement de la révolution, on a eu vraiment des changements, décalages dans le temps et l'espace, entre le temps de Ath-Thawra et le temps actuel, comme je venais de dire, l'arrêt voulu, non voulu de la révolution, l'impact sur les lois juridiques. Nous avons pas mal des gens qui étaient occupés pour planifier arriver à l'état civil, mais je pense que ça n'a pas existé, ça n'existe pas et il y en a pas mal de résistance contre et pour arriver. N'oublions pas qu'il y avait deux facteurs majeurs qui ont allumé, qui ont précédé, qui ont favorisé la révolution. Je cite les incendies des forêts, il y a un an même déjà passé, et l'augmentation du service WhatsApp. Ce document ne vise pas à analyser et affirmer toutes les dimensions de la révolution qui fut déclenchée le 17 octobre 2019 au Liban, mais la fameuse Thawra a été dénominée la révolution de la femme. Alors, en attendant aussi la réorganisation de nos journées d'espace, alors j'ai eu, il y a une semaine, 10 jours, j'ai eu un appel téléphonique de mon collègue, Monsieur Bachir. Alors,
il m'a annoncé le décès de sa maman. Une mère qui s'appelait Victoria Al-Hello. Quelle force de femme entre l'ancien et le moderne. L'ancienne image et la nouvelle image. Victoria combattante, politicienne, discutante, dans le plan de l'éducation et d'autres plans, écrivaine, révolutionnaire, tout en gardant sa façon traditionnelle. Et là, ça m'est arrivé dans la tête de demander une question. Quelle volonté d'être chez les deux, la femme, l'ancienne femme combattante et la nouvelle. Et je me trouvais devant une femme une image narcissique. C'est ça ce qui a changé à mon avis. Je passe à un point préliminaire, 4e point. D'après des témoignages, des observations, la force de la femme était une fausse force. La force de la femme était un discours libéral qui cache d'autres attitudes, l'ambiguïté. Et on m'a dit aussi, dominé par un discours imaginaire, héritier, folklorique. Al-Thawra, c'était folklorique. La révolution est devenue en jumelage avec une image paternelle. Surtout notre président, on le nommait le père de tout le monde. Alors, il voulait protéger et tout le monde voyait en lui le père. Et être devant les caméras, l'image, c'était pour devenir star. Et souvent, elles ont protégé l'image masculine, vous allez voir après dans d'autres planches. Dans cette révolution, les femmes encadraient des angoisses. C'était un trend, une marque de la revendication, sans être pour la révolution. Cette femme que nous examinons prononce des paroles libres, parfois impulsives, tout en gardant l'esprit que l'hystérie cherche à se dévoiler et à être reconnue par le système patriarcal, par l'homme. Mon 5e point, c'était l'esprit de la révolution. C'était une puissance de frappe. On dit en arabe « quwa dariba » contre l'excès de la puissance. Cependant, si la femme n'était pas un patou, peut-être elle représentait dans cette révolution un rôle de compensation, même d'érosion contre les partis politiques et à toutes les pertes précédentes, l'absence peut-être et la castration. L'imaginaire politique, l'intervention de la réalité est-elle embryonnaire? Il y a beaucoup de doutes là. On est sur le chemin de blocage concernant la femme, la jouissance de la révolution. Oui, on voit toujours une femme qui jouit de ses paroles et même de cette attitude révolutionnaire. Est-elle toujours le maître et l'esclave, l'objet à désirer, l'objet manquant, être sujet du discours? La révolution a pu se mettre face au patriarcat, comme je venais de dire, mais nous ne devons pas oublier que le mot hystérie présente le mécanisme de défense contre une ambiguïté présumée. Moi, je cite maintenant les paroles de Perrier 1994, qui se forment d'une génération à une autre et qui ne s'alignent pas avec l'image de la mauvaise mère dans le cadre d'un trouble ambigu et androgénique. Et en se basant sur Lacan, qui affirme que le plus un est le discours du capitaliste qui réjouit ici notre crise économique peut-être, je ne sais pas. Al-Thawra, la révolution, nous fait rappeler Bergeret en parlant des femmes, de l'hystérie et spécifiquement sur la duplication du mouvement entre excitation et retrait, dualité qui s'associe aux paroles prononcées, exemple l'hymne national. Vous voyez la planche de l'hymne national, alors ils ont exercé, elles se sont exercées pour changer l'hymne national et rajouter Mambiton l'Nissa, et pour mettre les femmes et les hommes vigoureux qui font semer l'un à côté de l'autre. Et ils ont commencé à chanter leur hymne national. Mais c'est arrêté, bien sûr, c'est pas officiel de toute façon. Quant à la méthodologie de ma recherche, alors je me suis retrouvée devant des bases de données
concernant la révolution est très souvent prise par des images en direct et par des images ou bien des photos que je l'ai déjà pris, même avec des amis, et par l'intermédiaire des social media, des médias Facebook, Instagram et tout. Je suppose là, dans cette révolution, qui était une décompensation pour la femme, je suppose que la femme de la révolution n'expérimente pas ces pulsions, mais vit probablement une phase de déviation sincère, claire et sans courbette de ses désirs, comme si elle répétait en perpétuel « Laissez-moi vivre, je vivrai et je refuserai ». Cela ne signifie pas que j'ai le droit de comparer toutes les femmes de mon pays et de les classer dans une même catégorie culturelle. En effet, toutes les études soulignent et affirment que la société libanaise, bien sûr, est une société dynamique et c'est une société mosaïque par excellence. Je me rappelle de Malak, une patiente qui est venue chez moi, alors pour seulement accepter et pour dire aussi pour comment se comporter avec son copain pour qu'il soit un peu plus solide, robuste et qu'il soit un peu plus fort. Je le veux au masculin, je le veux plus fort. C'est ça ce qu'elle m'a dit et qu'elle a essayé de travailler sa relation de couple. La contradiction de changement, c'est une altération et non plus une confirmation. La violence, il y avait beaucoup de violence devant les caméras et elle se trouvait souvent, notre femme libanaise, en révolution comme un bouc émissaire. De ce que nous avons regroupé comme documents, publications, données et apparitions télévisées, nous sommes fondés sur l'étude de faire surface et de prendre presque beaucoup de documents et les analyser avec les symptômes et les mécanismes de défense de cette observation du refoulé hystérique. Comment j'ai essayé de lire la révolution? Un avis majoritaire, la révolution du 17 octobre est vigilance, renaissance et prise de conscience. Alors c'était la naissance d'un nouveau dynamisme forgeant le chemin du changement où le discours social s'est éclaté à la face du discours politique. Cette révolution est pacifiée, est pacifique. Tout le monde dit pacifique, pacifique, selmiye, c'est-à-dire on est dans la paix pour pouvoir changer, mais pas pour confronter seulement une simple confrontation. Était visé contre la violence camouflée et traîné pour des années et resté refoulé et non déclaré. La As-Sawra, la révolution, est une modification de l'histoire contemporaine du Liban, où la femme contribua dans la rue à livrer à la révolution des données féministes ciblées et acclamées. Tous, c'est tous. Killon yani killon. Alors, slogan de la As-Sawra. Paroles des femmes rentrent et qui ont crié fort dans le symbolisme, le signifiant maître. C'était le jeu de se mettre contre les mains de l'homme, apparemment. Concernant les médias, les réseaux sociaux étaient le moyen le plus répandu, notamment chez la femme qui a diffusé sa créativité, publié ses actions journalières contre le confessionnalisme et s'est exprimée, sauf celles qui ont déclaré un règlement de compte avec l'homme et avec le pouvoir des hommes. C'était l'incarnation de l'État, je désigne l'État avec grand E. C'est l'heure de proclamer l'abstrait, c'est le moment de l'apparition du secret. Son secret avec l'homme, où elle parle du tout, sa maladie, son éducation, sa peine, de son corps. Il y avait beaucoup de groupes de parole, et même devant tout le monde, qui étaient avec d'assistance psychologique, dirigée très souvent par le ministère de la Santé. Mais elle n'a pas subi seulement, comme on dit en arabe, ad-da'm al-nafsi, l'assistance psychologique, la consultation, mais elle est rentrée dans une phase de sublimation selon ce qu'elle a fait, ce qu'elle a présenté dans les places de martyrs et ailleurs, dans les autres aussi places dans tout le Liban. Elle a présenté l'innovation artistique
Et elle a accompli des travaux d'innovation, sculpture, maquette, organisation des festivités, la fête de l'indépendance par exemple, comme elle l'a organisé, la planification des expositions et même des séminaires, surtout qui se rapportent au juridique et au droit. La reconstruction, la composition, la régularité, l'affinité spontanée malgré son instantanéité. Alors, du surcroît, elle a réintroduit le buste de la Révolution. Le buste de la Révolution avec les rassemblements dans les places des villes, sauvegarder l'écologie, allumer des bougies, organiser des colloques juridiques, taper sur la marmite, genre de rituel avec fourchette et marmite. Peut-être que ça apporte le bonheur, mais toujours dans le thème de la castration. Alors, elle veut remplacer l'homme, ou bien elle veut devenir une femme plus puissante que lui. Et là, je me rappelle d'un autre cas, le cas de Simone, qui est venue chez moi et sa sœur l'a envoyé pour que il faut que je lui fasse comprendre qu'il ne faut pas avoir des tentatives homosexuelles, arrêter l'homosexualité. Et il s'est retrouvé devant une sœur, et non plus une mère, tellement puissante, qui veut même tracer son devenir. L'acceptation de l'Assaoura, l'acceptation d'une femme forte, était par l'homme aussi. Je pense qu'il faut retourner à la clinique de la Révolution, et non seulement par un petit counseling, un petit appui psychologique dans le cadre de l'ambulatorium de la Révolution, parce que là, ça ne donne pas des effets, et même on ne peut pas rentrer pour voir ce par-l'être au féminin. Le par-l'être était apparent, mais il y a d'autres par-l'être, le par-l'être qui fait sortir le lien social. Je pense que tout ce qu'on a fait comme aide sociale et même surtout psychologique à l'intérieur des camps détente présentés pour la femme et pour les femmes qui voulaient avoir d'aide, je pense que c'était très court, très vite fait et en raccourci. Nous retournons donc vers Alain Vanier sur ces idées qui gouvernent le monde entre croyance et connaissance, qui dit vrai, entre connaissance et croyance. Mais nous pouvons être fiers de trouver une nouvelle génération, de toute façon, qui a brisé le silence, qui s'en fichait du réel et que ces femmes n'acceptent qu'être égales aux hommes, sans ressembler aux femmes d'hier. Une réduction consciente, peut-être. Néanmoins, l'assujettissement aux règles du langage et de l'expression continue d'y être, et les trois situations persistent à être des situations où le soutien semble impossible. Les trois engagements, je veux dire gouverner, éduquer et psychanalyser. Alors, par là et par la suite, est-ce que la Révolution a pu faire un cas d'une singularité? L'hystérie est une attribution freudienne. Je reprends un troisième cas, le cas de Hanan, qui m'a appelé pour me dire, elle a interrompu des années, mais elle m'a appelé après la Révolution pour parler un peu de sa situation et venir reprendre ses séances. Elle m'a dit, mais moi j'ai été diagnostisée selon la dimension américaine. J'ai la fibromyalgie et c'est un cas assez grand, assez long, que on lui demandait on lui a donné le lithium, mais c'était vraiment le refoulement à cause du non-dit. Hanan, elle s'est trouvée devant une psychosomatisation assez aiguë, mais tout le monde lui disait que c'est la fibromyalgie très courante actuellement au Liban. Là, on se trouve devant deux tableaux qui essayent. On a beaucoup à dire, mais j'essaie de passer vite. Vous allez voir les planches.
dans le premier tableau, il y a les numéros des planches déjà cités et même ordonnés et bien organisés dans le texte. Excitation, confiance, foi, partage, changement, équité, leadership, sauveur, siège, barrage de route, les mains des femmes se touchent et dessinent une ligne de démarcation contre l'homme, contre la police, contre l'armée. Et c'était même, il voulait l'armée, mais aussi il voulait ne pas céder. Ou bien elle veut pas céder. Alors, elle gardait svelte, elle faisait promotion et même elle suivait toutes les marques, même de la mondialisation et du corps. Ainsi que elle descendait en pleine forme dans les places. Je voyais pas entre signifiant et signifié que la parole, la révolution de la force, elle va forcer, elle voulait se mettre en force et en face d'une autorité capable d'un moyen de remplacement par son semblable convenable. Et là, je cite, selon François Josselin, une recherche du semblant afin de le substituer. La Athawra pourrait dans ce domaine avoir pavé le chemin qui mène à la force du substitut. Oui, elle était combattante, elle était en pleine jouissance, elle était puissante contre l'impuissance. Je fais vite un peu plus. La révolution, c'était contre qui? La révolution reste dans la jouissance, éloignée de la réalité. L'image spéculaire est celle du semblable, comme je venais de dire. Là, j'ai essayé de faire l'approche de ce que Freud a écrit entre Marx et la comparaison entre Freud, Lacan, Freud, Marx. Mais avant de commencer et faire passer au mot capital, parce que nous sommes dominés par une crise économique qu'on n'a pas connue, le Liban ne l'a pas connue, je fais recours à Breuer qui voyait en Annao la plus connue des patientes dans l'histoire de la psychanalyse, et Freud nommant transfère son attachement à l'analyste et sa fidélité à son père, même dans la mort. Quant à Lacan, il l'a prénommée reine des assistances sociales parce qu'elle se consacrait au travail social dont elle fut pionnière à travers son aide aux démunis. Et ça m'a rappelé un peu cette comparaison entre les deux. Pour conclure, j'adopte l'argument de René Leu dans son article « Identité de structure entre le schématisme de Marx et celui de Freud ». Marx et Lacan, l'acte révolutionnaire et l'acte analytique. En fait, ces structures et celles du signifiant, les différencier de l'inconscient et du capitalisme en modulant différemment les concepts, les mesures. C'est un choix du schématisme et la topologie implicite chez Marx et Freud. La conclusion logique viendra toujours par la fonction qui passe l'objet. Ainsi, entre l'échange marchand et la théorie du signifiant apparaît un point commun. Ils seraient même égaux à un même troisième qui n'est ni l'un ni l'autre. L'alignement ambigu contre, avec le patriarcat, qui est le Père, le Sauveur, le grand autre où il est. Je me demandais où était le grand autre dans cette révolution. C'était peut-être une véritable aliénation du fantasme entre le registre de la réalité, l'imaginaire et le symbolique. Généraliser, bien sûr, je ne peux pas généraliser. C'est pour ça que je dis toujours est-il que la clinique est un lieu d'expression et de différence, puisque le cas se caractérise par sa singularité et par la psychanalyse, quelles que soient les circonstances qui mènent à la généralisation, puisque c'est la différence individuelle
qui gouverne la généralisation. Une contre-vague, oui, peut-être, mais qui n'a pas pu persister devant le système. Et toujours une pensée amicale pour la France qui ne cesse de faire énergie pour reconstruire un nouveau Liban et la vie des Libanais. J'ai aimé présenter ce tableau pour le peintre qui fait Hassan Jouni le soir même de l'explosion à Beyrouth. Là, il a donné le nom Beyrouth, mon inspiration. Malgré tout, malgré ces maisons qui partent dans l'eau, dans la mer, je voyais que la révolution était obligée d'être arrêtée à cause de Corona, à cause aussi de la sensibilité pour remplir de nouveau les places. J'ai trouvé dans ce tableau vraiment un genre d'espoir et je me suis dit, reste l'espoir, reste la persistance, reste la jeunesse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Radja Maki. Vraiment, merci beaucoup. D'abord de la beauté de ce tableau, parce que vous allez me dire si je vous ai bien entendu, mais au début de votre intervention, vous présentez toutes les choses réelles, le trop-plein de réel qui a été au Liban pendant plusieurs années et qui est réapparu avec cette explosion. Comme si, à ce moment-là du réel, rien n'est possible, même pas la révolution. Ça n'apparaît qu'après. Et tout votre exposé m'a fait penser, alors je ne sais pas si vous l'aviez en arrière-pensée ou pas, au livre magnifique de Cornelius Castoriadis qui s'intitule « L'institution imaginaire de la société ». Faut savoir qui était Castoriadis. C'est tout à fait en parallèle avec votre intervention, puisqu'il était révolutionnaire, marxiste, à la période où la Grèce était sous les colonels, après la guerre, donc à un moment où il y avait une dictature en Grèce, et il a pu venir en France. Et en France, continuer à être sociologue et à faire l'université française de sociologie. Il a ensuite rencontré Lacan, avec lequel il a fait une analyse, et quand il a écrit ce travail, votre travail me fait tout à fait penser au sien. C'était une tentative d'essayer d'entendre ce qu'il avait pu vivre et comment les êtres humains pouvaient arriver à sortir de ce genre de traquenard, d'aliénation à un pouvoir tout-puissant. Et je ne sais pas si je vous ai bien entendu, mais quand je vous écoutais parler de ces femmes, c'était comme si à la fois elles exprimaient, mais elles cherchaient par le biais de l'imaginaire un point d'appui pour trouver des symbolisations possibles à leur statut de femme dans la société traditionnelle du Liban. Est-ce que vous le diriez comme ça? Et alors, merci pour le livre, et je veux travailler pour l'avoir, et je pense que vous l'avez très bien décrit. Oui, effectivement ça, concernant l'imaginaire. Oui. Et on entend aussi une chose qui est que au moment où elles partent en révolution, parce que vous y faites allusion à un moment donné dans votre présentation, il n'y a plus aucun mythe, aucun discours, il n'y a plus rien dans la société qui leur permet de supporter leur statut de femme. Vous faites mention d'une femme de la génération d'avant et de sa force, sa solidité,
Et vous dites bien que les femmes qui vont faire la révolution, elles sont du côté de l'imaginaire et du regard. Elles ne sont pas du côté de la solidité. Et on se demande quels sont les mythes de la précédente génération qui ne fonctionnent plus pour ces femmes, pour cette jeune génération, et qui fait qu'il ne leur reste plus que cette révolte, au-delà de la dégringolade dans le réel d'un certain nombre d'événements traumatiques. Je me rappelle dans le temps, quand j'étais en soutenance à Lyon 2, et j'avais une étudiante qui a travaillé sur la participation politique et la participation politique des femmes. Je lui ai dit, j'avais un autre avis, là, Madame Martine. Alors je lui ai dit que moi, comme Libanaise, je ne peux pas accepter de dire que la femme n'a pas participé. Et à mon avis, qu'on a participé, on est tous là, on est toutes là, on est dans des... la femme avocate, la femme professeure, même la femme ministre. On est resté, ce que je voulais dire dans mon intervention, qu'on est resté, comme exactement vous avez dit, dans le billet de l'imaginaire, et on n'a pas pu aller, parce que c'est pour ça que j'ai invité tout le monde à la psychanalyse. On ne peut pas s'aimer et aimer trop sans aller avoir des postes et même pas seulement éduquer, mais gouverner dans tous les sens du terme, du mot, sans se trouver à l'intérieur de nous-mêmes. Bien sûr, après tous ces traumas, on tend vers la psychanalyse. Il y en a beaucoup de cabinets, mais je pense qu'on tend aussi un peu plus envers un système plus de médiation assez raccourci, assez courte. Et là, on ne peut pas aller en profondeur, échanger et voir ce réel et se passer à l'imaginaire et parler. Je pense que notre société est tellement mosaïque qu'on a un peu du tout, même avec la femme progressiste, il faut qu'elle travaille sur elle-même un peu plus. Il faut qu'elle revoie un peu son narcissisme. Et c'est ça la différence. La femme, l'ancienne Victoria, était un modèle à suivre. Mais bien sûr, elle était traditionnelle, surtout durant ces dernières années. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas... Elle a crié fort. Maintenant, on crie fort, mais il y a beaucoup de contexte dans le social et le politique. C'est pour ça que j'ai essayé de travailler un peu plus la politique et l'éthique. Ça nous empêche d'aller et d'être un état civil. Avec l'état civil, la psychanalyse pourra avoir recours un peu plus. Oui. Je voulais passer la parole à Jeanne Lafont, qui est avec moi aujourd'hui. J'avais une question sur l'hystérie, en fait. Sur l'hystérie et sur quelque chose comme le sacrifice à la vérité. C'est-à-dire, on entend dans votre intervention comme une réflexion sur la cause qui fait que ces femmes sont sorties dans la rue pour parler, pour s'exprimer. Et là-dessus, j'aurais bien aimé que vous reparliez un peu de l'hystérie dont vous êtes partie. Et effectivement, dans le texte, mais puisque j'ai 20 minutes, je ne sais pas si j'ai dépassé ou non, parce que je n'ai pas regardé. J'ai essayé de simplifier trop, mais effectivement, puisque je voulais arriver à la psychanalyse et puisque je suis psychanalyste, là, je suis partie de l'hystérie de Freud pour dire que puisqu'il y a narcissisme, tellement de séduction, parce qu'on a vu une planche sur la séduction, ça ne veut pas dire qu'on va s'ignorer. Il faut pas s'ignorer, il faut être bien en forme et tout, mais il y avait pas mal d'être hystériques, assez aigus concernant la femme, parce que un peu pour se montrer et sa façon de se mettre
envers l'homme et comment elle discutait avec l'homme, et l'ambiguïté aussi concernant cette attitude, peut-être l'ambivalence concernant cette attitude. J'ai mis tout ça dans mon texte, mais j'ai essayé de faire vite. Je ne sais pas si j'ai bien répondu là. Mais la pensée qui me traversait, c'est, je ne sais pas si on en est beaucoup plus loin, en France par exemple, concernant la sublimation, enfin l'idée qu'on se fait de la femme dans le monde contemporain. Parce que, je ne sais pas, il faudrait regarder du côté des mythes. Effectivement, on a beaucoup de femmes qui travaillent, beaucoup de femmes qui font ceci, cela, etc. Mais il faudrait regarder du côté des repères symboliques quel mode de présence la femme a en société en tant que femme, et si c'est si clair que ça en Europe ou aux États-Unis. On n'est plus du côté de la révolution, on n'est plus du côté de la révolte, c'est passé, parce qu'on voit bien qu'avec quelqu'un comme Simone Veil et les autres femmes qui ont pensé la femme depuis l'après-guerre, il y a eu des modèles, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Et bien sûr, la plupart des femmes, depuis 30 ans, ça a beaucoup changé comme modèle et prototype. Mais le prototype concernant travailler, ne pas travailler, est toujours en question. Il y a des femmes qui sont très, très à la mode, éduquées, qui ont un certificat, leur diplôme, mais elles ont dans la tête le fait de ne pas travailler. Ça, on ne peut pas généraliser. On est tellement dans chaque confession, et excusez-moi de parler sur les confessions, mais toujours, on a des multiples images. Oui, mais tout à fait. D'associer la sublimation au travail, j'ai aimé ça aussi. Voilà, tout à fait. Alors, je vais présenter mon texte. D'un certain côté, ça reprend des questions de société telles que Radjamaki les a présentées elle-même. Donc, je vais parler de Jimi Hendrix, le sexe et l'autre. Je vais me resituer dans mes travaux. Deux questions y circulent. La naissance du sujet du pulsionnel et la naissance du sujet des discours. Dans La folie de vivre, qui est un de mes livres, j'ai surtout questionné l'entrée du sujet dans les discours, là où le pulsionnel se cogne à leur grammaire pour mettre en place les dires des affects et des sentiments, là où la langue, la culture, inscrivent les ressentis du sexe génital au lieu de l'autre, dans l'institution qui fait société, en dessinant une chaîne imaginaire, réelle et symbolique des générations. C'est pour ça que je disais que j'étais pas très loin d'un certain nombre de vos questions, Radja. Voilà, dans Incasable, la quotidienneté d'une partie de ma clinique, ma rencontre d'adolescents et adultes juste pris dans la culture populaire, me fit chercher les mythes dont ils se nourrissent à travers les médias pour y naître comme sujet des discours. Dans ces récits, comme dans la vie, dont au reste on ne sait pas ce qu'elle est, certains êtres s'écroulent sur leur malheur quand d'autres traversent 1000 épreuves et survivent. Quel rôle jouent les discours, signification et structure, et quelle fonction y porte l'autre, représentant des représentations, et les quelques autres aussi du monde, auxquels le sujet adresse sa quête. Je me suis intéressée aux artistes qui forment notre patrimoine du quotidien. D'abord Johnny Hallyday, que j'ai publié sur Kindle, puis actuellement Jimi Hendrix. Mon désir est que la psychanalyse puisse appartenir à mes analysants, à tout un chacun pour se faire sujet d'un discours en société
éthiquement situé et partageable. Incarnant les mythes contemporains, certaines de ces stars sont parties trop tôt. Elles ont été rassemblées dans le panthéon imaginaire du Club des 27. Rockeurs, rockeuses et superstars, elles ont disparu à l'âge de 27 ans. Jimi Hendrix est l'une d'elles. Pourquoi certains disparaissent, dépassent, et d'autres dépassent ce qui plombe leur vie? Lorsque Johnny Hallyday est mort, la question insistait. Il avait bien vécu. On l'appelait le phénix, car après chaque maladie, il renaissait de ses cendres. Le malheur qui le coinçait dans sa souffrance, pour lui, c'était son père. Mais il ne s'y était pas enfermé. Enfermé dans quoi? Enfermé dans cette poussée de sensations, pas encore pulsion, qui le faisait vivre à 100 à l'heure. Pulsion. Chez le bébé, les sensations, faim, soif, sommeil, etc., accèdent progressivement à la parole par l'offre de la mère qui met des mots pour les dire. L'instant où l'enfant reprend ces mots produit la pulsion parce que le mot ne va pas tout dire de cette chose vécue dans le corps. La pulsion cerne alors ce qui se perd de la relation de l'enfant à son autre. Ce reste, cet objet d'un désir que les mots ne peuvent atteindre. La pulsion, cette énergie, reste enclavée dans le silence des mots. 2 remarques. Ce que l'enfant va dire de ses ressentis des soins maternels est indécidable. Il n'en décide pas. Autant que les mots et la compréhension de la mère. Chacun a son vécu, chacun a sa lecture. Indécidables sont les mots dits par l'enfant à l'instant, juste où il se met à parler. La réalité de la mère peut être tout autre. Indécidables sont les mots dits par la mère. Aucune réalité n'existe, sauf celle des mots, des partages entre les uns et les autres. Johnny Hallyday a eu une maman aimante. Même s'il est timide, il est à l'aise dans ses relations avec les autres, surtout les copains. Même s'il ne peut vivre l'amour qu'à distance, son corps est érotisé, il en joue, il en rit, fait du sport, se regarde au miroir. Il a été bercé, regardé par une maman affectueuse qui pourtant l'a abandonné en le confiant à sa belle-sœur. Mais Johnny ne vit pas ce geste comme l'abandon dont il souffre. Sa maman, c'est sa mère. C'est l'abandon de son père qui le ravage. Johnny n'est pas l'objet saturant du fantasme maternel, il a des mots à lui pris sur sa mère, mais pas à elle. Ses sentiments habillent ses pulsions. Il anime l'imaginaire de son œuvre où il traverse le défaut d'un père. Son père, il est l'objet du fantasme paternel, au point que son père en est parti. Il parle de sa mère avec colère, longtemps refuse de la voir, mais à la fin de sa vie, il prendra soin d'elle. Il parle quasiment jamais de son père. Jimi Hendrix a un corps électrisé, pas érotisé. Dans Purple Haze, il chante des sensations génitales, sexualisées par les discours, mais hors relation tendre. Jimi Hendrix a été laissé tomber par sa maman dès la naissance. Trop jeune, elle aimait les hommes, le sexe, l'alcool, la drogue. Elle ne s'est occupée de ce fils qu'entre 2 dérives, le laissant au bon vouloir de son entourage. Tous les enfants du couple Hendrix, succédant à Jimi et à son frère cadet, auront un handicap de naissance. Jimi ignore donc tout des mots doux d'une mère pour son enfant sur l'essence de son corps, de l'odorat à la chaleur, à la douleur, au plaisir, à l'apaisement. Il n'en sait rien. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas tous ses sens, c'est qu'il les a appris sans la présence contenante d'une maman-mère. Au-delà du temps de l'absence, quand attendre déchire le corps des douleurs de besoins insatisfaits, il fut un bébé passant de bras en bras dans une langue non désirante de sa vie. Sans échange imaginaire de filiation sur les mots de ses ressentis, il est coincé dans des pulsions dévorantes.
Quand la sensation sexuelle est arrivée, probablement dut-il la vivre sur le même mode que toutes les autres, esseulée. Cette sensation devint mécanique, répétitive, hors parole, hors lien. Il est devenu sexe addict. Le sexe chez lui est un organe parasite. Il fonctionne tout seul, sans autre. Si chez Johnny Hallyday le sexe est érotique, au sens où je le définis dans l'érotisme cométique, cela va de pair avec sa vie amoureuse, ses plaintes de solitude, de rencontres loupées au point qu'il y sombre à chaque nouvel amour dans un accident, une maladie, le spectre de sa mort. Chez Jimi Hendrix, le sexe est pornographique. Il est sans autre, ni demande d'amour. Ce n'est ni bien ni mal. Les vibrations de l'organe sont chez lui, sur le devant de la scène, offertes à un autre halluciné qui pousse à jouir parce que son absence pousse à remplir le néant d'un minimum de sensations pour vous faire vous sentir vivant. Purple Haze, vapeur pourpre des drogues, mais aussi vertige de la jouissance solitaire de l'organe et de son éjaculation. C'est ainsi qu'il présente sa musique. Il la veut sensation, vibration. Sa guitare devient sa compagne, puis la femme tout entière omniprésente. Les excitations de son sexe n'ont pas de fin, elles le harcèlent, reproduisant la jouissance du néant. Elles sont identiques à la déréliction des moments où son corps a subi cette jouissance absolue des premiers sens du bébé, crispé, recroquevillé sur lui-même, esseulé dans l'absence d'un autre pour soulager ses besoins vitaux. En grandissant, cette jouissance le parasite au point de vivre constamment agité, excité, débordé par ses sensations internes. Ses prises de drogue sont des essais ratés pour que ça s'arrête, pour trouver des limites, un appui, du repos. Mais loin de là, sitôt évanouis les vertiges de la drogue ou du sexe, le manque relance le processus, courir, fuir en quête de rencontres, toutes impossibles. Pourquoi certains meurent et d'autres pas? Pourtant, avant la drogue, Jimi avait connu la musique. À son adolescence, elle fut sa tentative de tenir debout. Son père, pour l'apaiser, était venu lui offrir une guitare, authentifiant sur l'injonction de sa sœur l'air guitare qu'il jouait sur le balai de la maison pour épuiser ses excitations. Reproduire les sons où elle guettait la venue de quelqu'un fait toute l'originalité, originale et originelle de sa musique, ainsi détachée des générations de sa famille et de musiciens qui la précédèrent. Jeu en forme de naissance. Sa guitare ne le quitte plus, elle est collée à son corps, même pour dormir. Sa musique est vibration, il veut qu'on la ressente, la vive, la jouisse et pas seulement l'entende. Ses discours sur son art sont cette volonté. Ils ne sont pas délirants au sens social, puisqu'il les fait admettre par les quelques autres aussi du monde. Au fond, il tient debout par l'amour et la morale de son papa, qui pourtant le battait. Sa parole de papa, bien que le battant, sa parole comme père, c'est dire sur la vie et sur ce que c'est qu'être un homme ou pas, il a pu les faire siens. Ne nous égarons pas. L'acceptation du fils ne tient pas tant à l'autorité sévère de ce papa qu'au fait que sa parole fut acceptable comme père par son fils. Authentification de son désir de vivre, ce fils put la faire sienne. Dans cette rencontre, il y a non seulement le désir de ce papa marqué de son manque à être père pour ce fils-là, mais il y a autant le fait que le fils, enrageant d'exister, accepte cette parole de père à son égard, soit à l'écoute de ce manque et puisse y prendre place dans les discours du père au milieu du monde des hommes, s'acceptant comme fils et sujet potentiel de sa propre parole, celle du néant d'une mère dont pourtant il naît. Mais voilà, son entrée dans le monde adulte, professionnel, son discours va croiser le militantisme de la révolution sexuelle, Sea, Sex and Son. Et dans l'espace social où sa musique se déploie, ces deux signifiants des discours viendront prendre la place
en tant que vision du monde de cette parole apaisante que son papa-père lui avait offerte pour et sur la vie, en la laissant ouverte à son existence auprès de lui, donc parmi les autres. Sa rage de vivre l'a conduit à l'acceptation de sa vérité dans la parole de son père, en tout cas à ne jamais mentir ni tricher avec lui, ni avec lui-même. Sa rage d'exister dans le regard des autres, son public, la profession et le monde entier, le conduit à s'accepter dans sa musique pour ce qu'il est, pour ce qu'elle est. Il en fera ce qui le rendra célèbre du spectacle, du donner à voir. L'amour sur scène avec sa guitare, jusqu'à la brûler pour s'en décoller. Les qualités de sa musique sont dans ce rapport à sa vérité. Elles le conduiront à obtenir une reconnaissance mondiale, imaginaire de ses pairs et du public, plus qu'une authentification, tel son père respectueux de sa vérité. Cet adoubement venant redoubler l'acte de son père, il en accepte toutes les conséquences, dont celle de se voir tel qu'il est dans le regard de tous ces petits autres. Ce n'est pas sans effet. Dans un texte, Room Full of Mirrors, une pièce pleine de miroirs, il dit qu'à cet instant, il devint fou en se voyant double et plus encore. Alors, de ce moment, il élabore un délire sur le sens de la vie, plus que le sens de sa vie. La musique devient le véhicule de la vérité universelle du sexe comme amour. Il s'investit de la charge messianique de fonder une paix absolue sur l'amour physique offert par sa musique comme acte. Ainsi, le discours qui était le sien, à être reconnu pour ses seuls contenus imaginaires et militants, perd ses amarres paternelles. Jimmy surpasse le père et devient celui qui dit la vérité du monde et de Dieu. Il se confond dans la figure sacrifiée du Christ, comme bien d'autres chanteurs à ce passage, mais chacun à sa manière. Johnny Hallyday aura sa croix, Madonna aura son mysticisme, et plus récemment, Renaud affiche son tatouage. Chacun son style. L'écriture obsessive de son dernier opus, Electric Ladyland, témoigne de ce point chez Jimi Hendrix. Il affirme que c'est la femme et ce dont l'homme a besoin, il affirme ce qu'est la femme et ce dont l'homme a besoin pour vivre paix et bonheur. Faire l'amour physique. Il érige ainsi l'acte sexuel comme comblant toute demande d'amour des hommes. Il confond faire l'amour et aimer. Il fait exister le rapport sexuel et n'en mesure pas l'impasse. Sauf qu'il en sait pour lui-même le désespoir. Il est touchant à ce moment-là, car il sait sa folie, il dit sa schizophrénie, et à sa manière, il l'assume. La tragédie va commencer fin 1969 avec Electric Ladyland. Ainsi érigé, il ne peut refuser à ses producteurs les concerts, ni à ses groupies son sexe. Il est pris dans une course folle d'1 à 2 spectacles par jour, de ville en ville. Il est poursuivi par ces Electric Ladies qui le harcèlent de leurs avances sexuelles jusque dans sa chambre. Lui vient le dégoût de jouer toujours les mêmes chansons, la lassitude de ses relations sans lendemain et les frayeurs désirantes d'aimer et fonder une famille. Les frayeurs désirantes de fonder une famille. Il est de moins en moins sujet de sa vie qui part en live. Il n'y décide plus rien. Pour tenir debout, il augmente sans limite drogue, excitants, somnifères, alcool. Le tragique de cette histoire, c'est qu'il n'est pas sans savoir, ni sans avoir fait un certain chemin de symbolisation, avoir vécu une rencontre vraie des autres, de l'autre, du père comme fonction, donc de la vérité de lui-même au miroir esselé.
C'est tragique au sens où sa vérité singulière croise l'histoire du monde et s'engave à ne plus pouvoir rien dire de lui, au sens où il sait qu'il sombre dans la folie de la libération sexuelle illimitée. Il voudrait tout arrêter, rien n'y fait. Il est Jimi Hendrix. Presque voudrait-il consciemment y mourir. Il le dit comme faisant le choix de l'impossibilité que cesse la tyrannie de son moi célèbre. Le tragique va s'imposer par ceux qui partagent sa vie. Il l'écrit. Il ne sait leur dire non, refuser son sexe à ses groupies, refuser de jouer à ses producteurs. Tous font de son délire leur réalité commune. Et il s'y embourbe, ne dit pas qu'il n'est pas celui-là. Il est piégé. Pourtant, les 6 derniers mois, il ne va cesser crescendo de dire qu'il n'en peut plus, qu'il est épuisé, qu'il ne veut plus, qu'il veut du temps pour lui, pour penser, pour travailler, se reposer, dormir, retrouver du plaisir de sa musique, se retrouver. Les mots que je viens de dire, ce sont ces mots. Rien n'y fait, il ne peut porter sa parole en acte, dire que non, à lui-même et aux autres, à ceux dont il croit qu'ils l'aiment, le comprennent, dont il a l'impérieux besoin de la présence. Après avoir été reconnu comme le meilleur guitariste de l'année par les médias, l'enregistrement d'Electric Ladyland entre juillet 68 et octobre 69 sera le début de sa descente aux enfers. Il distribue tel le Christ l'argent des concerts avant de l'avoir gagné. Du coup, ses managers allongent et rallongent sa tournée. Il se remet même lui-même dans l'aliénation. Il reprend avec ses managers le lien destructeur qu'il avait avec sa maman, absente, attendue, omniprésente dans ses pensées. Ses producteurs, d'être ailleurs et tout-puissants, envers lui, ne sont jamais là, mais omniprésente cette absence. Le pulsionnel le redéborde, la drogue n'arrange rien, il redevient le petit enfant sans limite qui court et saute partout, hors discours, sans but, fuir, juste, jour et nuit, pour épuiser la pulsion qui le persécute de l'intérieur, et enfin, s'écrouler et dormir. Au soir du 17 septembre 70, à Londres, pris dans des péripéties avec sa dernière groupie, il multiplie disputes, violences, cris, dérèglements jour et nuit. Il n'arrive pas à travailler ni à vivre, pas plus à dormir. Le soir venu, après une forte dose de somnifère qui ne lui fait rien, comme à l'accoutumée, il boit une énorme quantité d'alcool. Ivre, il sombre, enfin seul. Dans la nuit, il vomit ce trop-plein, les somnifères l'empêchent de se réveiller, il s'étouffe avec cette régurgitation alcoolisée. Au matin du 18 septembre, il est retrouvé mort par cette groupie. Signifiant de la solitude du nourrisson qu'il fut, il meurt d'une régurgitation quand bébé, sa rage de vivre, l'avait fait survivre à ce risque-là. Son dernier instant résume sa vie. Sa mort fut-elle pour lui ce qu'il en savait, le seul moyen d'être celui qu'il avait à être, le seul moyen de naître comme sujet de son existence en disparaissant du monde comme il était disparu dans le vide de sa mère. Elle ne l'avait reçu que comme inexistant, et il existe encore aujourd'hui de cette inexistence même. Indécidable, c'est ma lecture. Quelqu'un d'autre en aurait eu une tout autre. 1001 sont justes. C'est la valeur des mythes. Cela suffit-il comme réponse à notre question ? Il aurait pu exister avec sa guitare et ses chansons, en continuant d'inventer, comme il l'avait fait près de son père, une formule singulière à son inexistence passée. Il avait trouvé avec son père un dialogue autour de cette guitare. Pourquoi le laissa-t-il filer, ce partage ? Certains vivent, certains meurent. Pourquoi ? La psychanalyse nous donnerait la réponse. Bon, là on pourrait dire vite fait, c'est de la faute du show business. Parce que mère, père, frère et sœur, institutions, société, politique, signifiant, dirait le vrai du vrai. La psychanalyse dirait ça. Certes,
Mais non, la psychanalyse ne peut pas être ces connaissances que vous pourriez posséder pour reprocher éternellement à l'autre tout ce qu'il ne vous a pas donné, tout ce qu'il est ou n'est pas, tout ce qu'il donne aux autres ou ne donne pas, et reprocher aux autres tour à tour ce qu'ils sont, ce qu'ils font ou ne font pas. La psychanalyse est un partage sur le socle de son analyse personnelle, est une lecture de l'existence, d'abord la sienne, puis celle des mythes contemporains, qui ouvrent à d'autres horizons et à d'autres partages avec les autres. Alors je dirais, pour conclure, 3 choses. Premièrement, avec Jimi Hendrix, nous continuons notre travail, commencé avec Johnny Hallyday, en réaffirmant que le papa n'est pas pour rien selon son désir, son fantasme, son lien affectif avec son enfant, dans l'entrée de celui-ci comme sujet des discours du lien social scientifique aujourd'hui. L'authentification du désir comme manque chez lui comme chez son fils est nécessaire à cet office. Elle n'est pas reconnaissance imaginaire de possession phallique, dont Lacan nous signalait les errements dès son séminaire 3. Elle est ouverture à l'enfant de sa place dans la parole d'un père, place au lieu de l'autre dans le défilé des discours. Deuxièmement, je dirais que les quelques autres aussi ne sont pas non plus pour rien dans les choix possibles ou non du sujet. C'est pas pour rien que Lacan a dit que l'analyste ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres aussi. L'histoire de Jimi Hendrix illustre d'une part que l'idéologie d'une époque peut être prise par un sujet comme véhicule de son propre délire et lui donner la fixité de la jouissance mortifère hors sujet. D'autre part, cette histoire nous montre que les représentants des représentations sociales peuvent ouvrir ou non à ceux qu'ils accueillent les choix de se faire ou non sujet des discours du lien social. On voit bien là la jeunesse du milieu du show business se heurter à l'impossibilité d'ouvrir un espace symbolique à cet endroit-là, à ces premiers chanteurs qui vendaient des millions de disques. Le désir des managers de Jimi Hendrix ne lui ont manifestement pas permis de vivre au-delà de ses pulsions de mort, dans une fabrication de lui-même dont il aurait pu être sujet. Mais encore, nous n'avons pas la réponse. Peut-être, s'il en avait eu le temps, comme il le demandait, peut-être aurait-il, lui, trouvé une réponse. Indécidable. Nous retrouvons ici la prudence de Freud quand il affirmait que la psychanalyse ne peut en aucun cas être une Weltanschauung, c'est-à-dire produire des visions et des raisons du monde, et en faire l'objet de sa présence en société. À ce faire telle, elle s'annule et elle provoque sa propre disparition. Tristement, Freud n'a jamais eu tort sur ce point. Troisièmement, serait-ce le malentendu et l'indécidable que notre société a voulu conjurer au moyen des sciences, la psychanalyse y compris? Quoi qu'il en soit, l'impasse actuelle est qu'elle s'y laisse apprendre. Comme acte, elle est totalement absente des liens sociaux ordinaires, et comme idéologie, sans sujet et sans savoir, elle est totalement présente, pseudo-science anonyme, affichant le discours qui dirait ce que c'est qu'être un homme ou pas et comment on le devient. Discours sans autres, sans père, sans quelques autres aussi, sans désir comme manque du père, ni désir comme manque des quelques autres à opérer en fonction. Pleine de modèles et règlements, bavarde, elle s'est dénaturée en société. N'est-il possible aujourd'hui que la psychanalyse parle enfin du seul endroit où elle peut être parmi les hommes? Le psychanalyste ou celui qui est passé par une psychanalyse est riche du seul savoir qu'elle peut permettre. Le savoir de soi, jamais sur autrui. Le savoir issu de sa propre cure, où seul le sujet sait
pour lui-même, comment il est devenu l'homme qu'il est et ce que c'est qu'être un homme ou pas, et comment il pourrait ne pas empêcher celui qui vient à sa rencontre d'advenir en société sujet de son inconscient et du discours de la science qui lie les hommes aujourd'hui entre eux. Qu'ils le fassent au nom de leur cure sans en disserter les repères théoriques, ou en tant que psychanalyste en se chargeant de l'élaboration et de la transmission de la psychanalyse, ils respectent le choix forcé qui est le leur et qui relève de l'indécidable instant où ils prennent la parole en société, acceptant les malentendus qui nous font fabriquer les réalités de la vie. Justement, parce qu'on n'en tient ni tiendra jamais aucun bout, on ne cessera jamais de les parler sans pouvoir les atteindre, ces bouts de la vie. Et là, je pense à tous ces artistes qui ont fait une analyse, qui le disent ou qui ne le disent pas, mais dont ça s'entend, et qui ne font pas rien de leur vie après, et qui sont transmetteurs de la psychanalyse à l'endroit de la société après. Alors je vais en citer quelques-uns, certains en ont parlé, d'autres pas. Pascal Quignard parle volontiers, dit volontiers qu'il a fait une analyse. Marc Lavoine, dont on voit très bien quand il anime le show le show à la télévision, le concours de chansons à la télévision, dont j'ai oublié le nom, mais ça fait rien, dont on voit très bien qu'en tant que juré, les paroles qu'il donne aux candidats qui viennent de chanter sont marquées profondément par une présence humaine qu'il a gagnée de son analyse. Et ces deux derniers disques le montrent aussi. Je pense aussi à Fabrice Lucchini. Je pense aussi à Jane Birkin, dont je ne sais pas si elle a fait une analyse, mais quand je l'entends parler de ses enfants, je ne peux pas ne pas penser qu'elle est passée par l'analyse. Je pense aussi à deux autres qui n'en ont pas parlé, il ne me semble pas, mais dont le parcours au regard du pouvoir m'a toujours laissé entendre qu'ils étaient passés pendant ce temps-là par quelque chose de l'analyse. Et je pense à Nicolas Sarkozy et à Carla Bruni. Voilà, ils le disent, ils me le confirmeront, ils ne me le confirmeront pas, mais l'analyse, en tant que telle, a toute sa place en société, qu'on le voit du côté de ses ratés ou du côté de ses réussites. Alors, je ne sais pas, on va ouvrir la discussion. Vous êtes deux, si vous avez des questions. Moi, c'est toujours... je trouve que la question essentielle, ça reste la question du mythe, de la constitution. Je trouve que c'est ça que tu apportes, en fait. C'est le fait que une vie comme celle de Jimi Hendrix, ou même de Johnny Hallyday, enfin c'est Jimi Hendrix dont tu as parlé aujourd'hui, une vie comme ça, elle fait mythe parce qu'en fait, elle fait quoi? Parce qu'elle fait représentation d'un excès. J'allais presque dire représentation d'un sacrifice, comme il le dit lui-même d'ailleurs, mais surtout, elle définit, et en fait c'est bien ça un mythe, elle définit un point d'où la réalité se voit, se perçoit, se comprend et s'entend quand la nouvelle génération arrive. Et ça, je trouve que c'est quand même à la fois très audacieux d'oser dire que Jimi Hendrix est un mythe, et j'aimerais bien que tu en reparles un peu, pour en vrai dire, avoir le plaisir de faire entendre comment une vie d'artiste fait repère pour la génération d'après, dans ses ratés, dans ses réussites, dans n'importe quoi, on va dire, dans son déroulement même. Ça, je trouve que peut-être que c'est la psychanalyse qui permet d'aller jusqu'à penser que justement c'est un mythe. Et ça, j'aimerais bien que tu en parles un peu. Oui, je ne l'avais pas pensé dans ce sens-là, mais peut-être qu'effectivement la psychanalyse nous permet
cette lecture des mythes, c'est-à-dire cette lecture des nouveaux mythes. Des nouveaux mythes. Mais, par définition, les mythes, c'est une pensée antérieure à la science. Mais bon, c'est pas vrai en fait. C'est bien la preuve. Ce que tu nous racontes, c'est bien la preuve. Oui, puis... La science ne peut pas répondre à cet endroit-là. Je crois que c'est André Malraux qui disait il y a autant de différences entre la science et je sais plus quoi qu'entre un amoureux et un gynécologue. C'est tout à fait ça dont tu parles. Oui, mais on voit bien. Je pense qu'effectivement, les artistes sont contemporainement, mais tous, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient... ils offrent leur vie. C'est Johnny Hallyday qui dit ça très très bien. Il offre sa vie, sa famille au public, aux Français. Le fait qu'il pense sa vie au fur et à mesure de ses chansons, au fur et à mesure de son œuvre, fait que ceux qui viennent le voir, cela leur offre des mots en société pour pouvoir eux-mêmes penser leur propre vie. Mais, donc ça crée effectivement des mythes. La difficulté de notre civilisation, telle que moi je peux entendre la demande des analysants, c'est que un chanteur c'est inatteignable. Il n'y a pas de relation transférentielle, il n'y a pas de relation personnelle, personnalisée. Or, on voit bien que ce qui va permettre au sujet de passer, c'est la rencontre avec une personne singulière avec laquelle il puisse éprouver ce qu'est le manque dans l'autre, le manque de l'autre. C'est pas possible dans une salle de concert. Donc, on voit bien que l'analyste à cet endroit-là, pour certains sujets, qui ne sont pas demandeurs de devenir analystes, peut, dans une certaine présence en société, et c'est ce que l'on voit faire sans qu'ils le sachent nos artistes qui sont passés par l'analyse. Quand je dis Marc Lavoine voilà, j'ai retrouvé le nom de l'émission, dans The Voice, il a une position tout à fait différente de ses collègues, c'est qu'il répond dans le transfert. Et bon, on a besoin à la fois du mythe, mais pas seulement. Il y a aussi besoin des analystes à cet endroit-là. Maki. Oui. Alors, je voulais m'expliquer parce que vraiment, ça m'a touchée ici et c'est tellement riche. Je me suis arrêtée sur 3 points, soi-disant les rôles, le changement des rôles du masculin au féminin. Deuxièmement, le sujet de l'existence concernant l'autre et de l'autre. Et le troisième point, c'est que je trouve que le côté culturel, le côté social, bien sûr, marque beaucoup dans ces cas. Mais il y a aussi l'humanité, tout ce qui est tendance humanitaire. Par exemple, on peut trouver ça en France qu'au Liban, tout ce qui touche aux émotions, tout ce qui touche à l'affectif. C'est pour ça que je me demande aussi, vous m'avez entraîné envers notre monde de psychanalyse au Liban. Je pense qu'on est toujours et presque limité envers un peu plus de psychothérapie brève. Ça ne veut pas dire qu'on le fasse, mais c'est vraiment les éthiques et même l'Europe de la psychanalyse devra être un peu plus poussée et travaillée dans les pays du tiers-monde. Et les pays du tiers-monde, je pense que
il y a des gens qui n'aiment pas qu'on adopte le tiers-monde actuellement, mais là au Liban, on est vraiment dans un certain sens qu'on en a besoin beaucoup plus que dans d'autres temps. C'est pour ça que je pense que là, on se retrouve dans la coordination avec l'espace analytique et c'est un peu plus envers le Liban et d'autres pays. Je pense que, comme vous l'avez dit, le fait de transmettre la psychanalyse dans ce sens-là et essayer d'adopter ce qui est humain et même selon les règles de l'éthique. Parce que là rentre le social. À mon avis, c'est là où le social et le changement d'application. C'est compliqué cette histoire du tiers-monde. Oui. C'est complexe. Il faudrait presque se dire qu'on fera une journée rien que sur cette question-là. Parce que avec des cultures différentes, bon, il faut que ce soit les gens. Il faut travailler l'humain, oui, mais il y a ce côté du social, mais il y a toujours le côté humain. Parce que concernant l'affect, ça se répète. Si on est en France, si on est ailleurs, les émotions qui coulent, les sentiments face à la maternité, l'absence, la paternité, je pense que c'est un peu pareil malgré les changements ou bien les représentations. Oui, mais enfin bon, il faudrait plus de nuances. Il faudrait que... On y travaillera. Je pense que c'est une bonne idée de travail pour les prochaines fois. J'espère, oui. Voilà. Bien, je vous remercie et puis j'espère que tous les participants, vous étiez nombreux, mais on ne vous voit pas. Donc je ne sais pas ce que nous, on a fait avec notre écran. J'espère que vous nous avez vus et que vous avez pu nous entendre sur Zoom. Et je vais clore cet atelier jusqu'aux prochaines journées d'espace.